on y est. Un petit aller-retour à Toulouse. Et on a retrouvé notre diaporama. Voilà. Alors, c'est un beeper et c'est comme ça. Oui, très bien. J'ai aucun conflit d'intérêt particulier. Comme je disais, j'étais membre du bureau du Carreau pendant 6 ans. Ça nous a abouti à un travail long, prospectif et passionnant, un livre qui est sorti sur la prise en charge des maladies rares en anesthésie et analgésie obstétricale. Ce livre est sorti en août 2015, il est déjà épuisé, mais le Carreau est en train de sortir sa seconde édition. Qu'est-ce qu'une maladie rare ? Une maladie, la maladie rare est une maladie définie par une faible prévalence en fait. Elle touche moins d'une personne sur 200 000. Actuellement, on compte plus de 7 000 maladies rares et il y en a à peu près 500 tous les ans de nouvelles. Donc le livre ne regroupe que 350 à peu près pathologies rares puisqu'elles concernent particulièrement les parturientes. Au Maroc, j'ai trouvé votre association, l'association marocaine des maladies auto-immunes et systémiques, qui s'occupe aussi des maladies rares, c'est la MAIS, qui définit qu'au Maroc, les maladies rares touchent 1,5 million de personnes, c'est-à-dire un Marocain sur 20. D'origine génétique dans 80% des cas, elles débutent très souvent dans l'enfance, mais peuvent aussi survenir vers 40-30 ans et voire parfois vers 50 ans. Ce sont des maladies chroniques, évolutives et vraiment potentiellement rares puisqu'elles représentent la 3e cause de mortalité après le cancer et les maladies cardiovasculaires. Chez ces patients, dans 80% des cas, cela retentit sur leur espérance de vie et 10% de ces patients perdent complètement leur autonomie. Alors j'ai fait le choix de quelques pathologies que je compte vous présenter au cours d'un petit voyage. On va d'abord parler de cette première parturiente de 28 ans qui arrive, que vous rencontrez soit à la consultation d'anesthésie, soit en salle de naissance, à 34 semaines. C'est pour une première grossesse et elle se déplace avec une canne depuis 1 an du fait d'une sclérose en plaques qui a été diagnostiquée auparavant suite à une perte visuelle. On prévoit une césarienne programmée à 38 semaines. Alors juste histoire de vous laisser 3 secondes pour voir un petit peu quels sont vos souvenirs récents ou sur la sclérose en plaques. La sclérose en plaques, c'est ça, c'est quand la vie s'effondre à 20 ans, c'est-à-dire qu'au début on est autonome et puis on se retrouve assez facilement en fauteuil roulant. Donc en fait, il s'agit d'une maladie neurologique, la plus commune de l'adulte jeune, et elle touche principalement les femmes. C'est une maladie acquise qui est caractérisée par une inflammation et une destruction localisée de la myéline au niveau du système nerveux central et préférentiellement, elle est localisée, cette destruction, au niveau de la substance blanche, soit au niveau du cerveau, au niveau périventriculaire, au niveau du cortex, au niveau du cervelet, au niveau des voies optiques et au niveau de la substance blanche de la moelle. Les causes sont mal connues actuellement. Les facteurs favorisants peuvent être l'hyperthermie, c'est important, on le verra. Ça peut être aussi le postpartum. C'est une maladie qui est très invalidante, qui donne des troubles visuels à type de diplopie, nystagmus, voire une perte complète de la vision. Ça donne aussi des troubles de la déglutition et de la phonation. On peut avoir, comme on l'a chez cette dame, des troubles moteurs et de la coordination qui sont souvent de mauvais pronostics et ça peut atteindre jusqu'à des niveaux importants avec des troubles cognitifs et une démence. L'évolution reste imprévisible, dans 80% des cas, ça évolue quand même par poussée par émission. Le traitement reste symptomatique bien sûr, plus corticothérapie au moment des poussées et immunosuppresseur en traitement de fond. Donc au final, lorsque l'on rencontre cette dame en salle de naissance ou en consultation, la première chose que je pose aux mamans, c'est comment va le bébé ? Eh bien le bébé, sur une patiente qui est atteinte de sclérose en plaques, il n'y a pas de risque majoré, c'est pareil que dans la population normale. La grossesse de Madame L, elle doit être programmée, donc parce qu'il faut avoir arrêté tous les médicaments tératogènes, dont les immunosuppresseurs, et on peut poursuivre possiblement les corticoïdes si le neurologue le juge nécessaire. Bien sûr, on s'enquérage chez cette dame de savoir si elle a un neurologue et un suivi neurologique. Il aura fait une cartographie des atteintes, si c'est le système nerveux central, si au niveau de la moelle, au niveau des atteintes des nerfs visuels. On lui demandera quand est-ce qu'a eu lieu la dernière poussée de la maladie, parce qu'on sait qu'heureusement, ces parturiantes qui ont une CEP, on a une diminution des poussées de 50% pendant la grossesse, surtout en fin de grossesse au dernier trimestre.
On évaluera aussi le handicap moteur qui peut être important chez cette dame qui se déplace avec une canne. Peut-être que ça va modifier l'indication obstétricale au final. Quel est le niveau de stress important aussi? C'est important à l'évaluer puisque c'est un facteur important de poussée. Au final, il est important d'informer la patiente que quelle que soit la technique anesthésique que vous avez choisie, anesthésie générale ou périmédulaire, il existe une augmentation du risque de poussée en postpartum. Pour les anesthésies périmédulaires, il faut aussi la rassurer, lui dire que nos techniques d'anesthésie périmédulaire, que ce soit péridurale ou rachianesthésie, ne modifient pas l'évolution naturelle de la maladie. Elles n'ont pas d'influence sur le risque de poussée de la maladie, qu'elle ait une péri ou pas de péri, une rachie ou pas de rachie, on le verra plus tard. Et surtout, ce qui est important, c'est de faire un examen neurologique bien détaillé et l'écrire dans le dossier. L'ASFAR s'est prononcé il y a quelques années là-dessus, on va le relire ensemble. En l'absence de poussée récente chez la femme enceinte, l'étude de cohorte européenne, le gain attendu de prévention du stress douloureux et les concentrations très basses d'anesthésiques locaux employés justifient le recours à l'anesthésie périmédulaire. Donc oui pour l'anesthésie périmédulaire. Lorsque la maladie est en poussée, avec des lésions médulaires objectivées à l'IRM, il est recommandé d'éviter la rachianesthésie et les fortes concentrations péridurales d'anesthésiques locaux qui peuvent entrer en contact par résorption vasculaire avec les neurones qui sont fragilisés par l'infiltré inflammatoire et l'œdème de son tissu de soutien, puisqu'on a vu que c'était une atteinte de la myéline. En phase de remyélinisation, devant des troubles sphinctériens ou devant des séquelles motrices des membres inférieurs en rééducation, il sera prudent d'éviter d'exposer la patiente au risque d'atteinte neurologique toxique des anesthésiques locaux. Et enfin, en phase de rémission après la remyélinisation spontanée, quand la patiente récupère, l'anesthésie périmédulaire n'est pas contre-indiquée. Donc au total, faire une césarienne chez une patiente en CEP et utiliser l'anesthésie périmédulaire, c'est possible. La rachianesthésie reste possible. Elle est simplement à éviter en cas de poussée récente avec des lésions médulaires à l'imagerie, à l'IRM. Elle sera aussi à éviter dans les phases de remyélinisation devant des troubles sphinctériens ou des séquelles motrices. Ceci dit, dans les cas d'urgence, on peut quand même réfléchir, elle peut être envisagée et discutée en fonction du bénéfice-risque quand même. Pour une péridurale, pour la césarienne ou l'accouchement par voie naturelle, il faut éviter la lidocaïne. On sait que la lidocaïne, c'est le plus neurotoxique, surtout à haute concentration comme on l'utilise pour faire des césariennes en péridurale. Il faut l'éviter, sauf éventuellement, pareil, en urgence, sur une sclérose en plaques non sévère, et si l'anesthésie générale est à haut risque, peut-être qu'il faudra peser le fait de prendre ce risque. Anesthésie générale à risque sur une patiente qui a une sclérose en plaques, oui, parce qu'on majore son risque d'inhalation. Ils peuvent avoir des troubles de la phonation et de la déglutition. On a des risques de décompensation respiratoire s'ils ont des handicaps moteurs importants. Il faut monitorer l'utilisation des curars non dépolarisants parce qu'on a un risque de curarisation résiduelle. La succinylcholine est contre-indiquée seulement en cas d'atteinte motrice importante pour le risque d'hyperkaliémie. Il faut éviter chez cette patiente de trop la recouvrir, de trop la réchauffer. Il faut éviter l'hyperthermie, monitorer la température et utiliser le paracétamol de façon préventive et prophylactique comme antipyrétique. Il faut éviter les anticholinestérasiques qui augmentent en fait chez le patient la température et donc risquent d'aggraver les signes. Donc il faut éviter l'hydroxyzine et l'atropine. Cependant, quand même, ces médicaments, s'ils sont utilisés vraiment ponctuellement, on n'a pas de conséquences vraiment bien particulières décrites. En postpartum, on l'a dit, on a une augmentation du nombre de poussées de 30 à 50%, surtout lors des 3 premiers mois, et avec un retour à la normale au bout de 4 à 6 mois. Cette augmentation de poussée serait due au stress et à la fatigue de la maman, mais ne serait pas influencée par l'allaitement maternel. En postpartum, intérêt du paracétamol pour les raisons qu'on vient de décrire. Et la dernière publication retrouve que ces femmes qui sont atteintes de sclérose en plaques allaitent moins souvent leur bébé, peut-être à cause de la fatigue. Mais sinon, l'allaitement maternel reste concrètement contre-indiqué uniquement en cas de corticothérapie à forte dose ou d'administration d'immunosuppresseurs. Une deuxième maladie maintenant, un deuxième cas d'une maman qui vient pour sa deuxième grossesse. Elle a 38 ans, 29 semaines. C'est une sclérose systémique cutanée diffuse diagnostiquée en 2010. Elle fume, elle a un beau reflux, des arthroses, des ulcères digitaux et elle a une atteinte cutanée vraiment diffuse. Elle est sous inhibiteur calcique pour son syndrome de Raynaud, sous protecteur gastrique. Elle a fait en 2012 une grossesse qui était non programmée, qui a fini à une interruption thérapeutique de grossesse parce que la croissance fœtale s'était arrêtée à 5 mois. Et actuellement, c'est une grossesse à peu près programmée.
Je vous laisse juste voir ce que ça ranime en vous, la sclérose cutanée diffuse. En fait, c'est une maladie auto-immune, cette pathologie. C'est une maladie auto-immune qui est rare et qui se caractérise par l'épaississement des tissus cutanés et de certains organes. C'est pour ça qu'on a une fibrose de la peau. On peut avoir des rétractions des mains. Ça entraîne aussi les poumons deviennent très très durs, donc avec une fibrose pulmonaire. On a aussi une atteinte du tube digestif. En fait, c'est une micro-angiosclérose qui atteint les petits vaisseaux, d'où le syndrome de Raynaud que l'on peut trouver, et ça donne aussi des crises rénales sclérodermiques qui sont dramatiques chez la parturiente. Ça cause aussi une hypertension artérielle pulmonaire, et je vous passe les auto-anticorps spécifiques ou non. La sclérodermie systémique, eh bien, c'est surtout la forme diffuse que l'on retrouve la plus souvent. La forme diffuse, c'est quand ça atteint au-dessus des coudes et des genoux. Les formes localisées sont moins fréquentes. Le pic de fréquence est de 45 ans, 65 ans. Souvent, elles ne sont pas enceintes à cet âge-là, c'est vrai, mais on a une large prédominance féminine. Et les femmes, lorsqu'elles sont touchées, elles sont souvent touchées plus jeunes que les hommes, ce qui fait que 50% des femmes en âge de procréer, enfin 50% des femmes sont en âge de procréer au moment de leurs symptômes. Le problème de cette maladie, c'est qu'elle évolue de façon importante dans les 4 premières années, comme on peut le voir sur ce schéma. Vous avez en bas les années et vous avez les deux pathologies représentées, la forme diffuse en haut, la forme limitée en bas. Et vous voyez que dans le cadre rouge, vous avez les 4 premières années et donc l'atteinte d'abord progressive, atteinte du syndrome de Raynaud, atteinte rénale avec la crise rénale. On a aussi une myopathie inflammatoire dans 50% des cas. On a la fibrose pulmonaire, une atteinte du tube digestif et après une atteinte cardiaque. La crise rénale sclérodermique, ce n'est pas la première cause de mortalité. Actuellement, c'est plutôt des causes de fibrose pulmonaire et d'hypertension d'artère pulmonaire, d'HTAP. Donc la grossesse, elle est contre-indiquée sur ces patientes-là lorsqu'elles ont une insuffisance cardiaque importante, lorsqu'elles ont une HTAP aussi, parce que ça est responsable d'une mortalité materno-fétale importante. On peut être amené à faire une interruption thérapeutique de grossesse si l'HTAP se déclare en début de grossesse ou si la pathologie s'aggrave brutalement. Sinon, ça peut être suivi dans des centres spécialisés avec des accouchements programmés un peu précoces. La grossesse est contre-indiquée en cas de fibrose pulmonaire évoluée, avec des gros syndromes restrictifs et une grosse chute de la capacité vitale. Elle est aussi contre-indiquée en cas d'atteinte rénale sévère et de malabsorption, puisque ça touche aussi le tube digestif. Pour la grossesse, elle sera en fait à différer si la maladie évolue depuis moins de 4 ans, parce qu'on a vu que c'était dans ces premières 4 années que la maladie s'aggravait rapidement, qu'il y avait une augmentation de la mortalité. L'évolution est rarement explosive pendant la grossesse, donc ça c'est assez rassurant malgré tout. Elle va se stabiliser pendant la grossesse et même la première année après le postpartum. Dans les sclérodermies, il faut faire attention à la redoutable crise rénale sclérodermique. Je vous en ai parlé un mot tout à l'heure. Les facteurs de risque de cette crise rénale sont la forme diffuse, plus fréquente on l'a vu, et les patientes qui ont une corticothérapie importante à plus de 15 mg par jour. À ce moment-là, ça va être compliqué de faire la différence avec une prééclampsie parce qu'on retrouve l'hypertension maligne, l'insuffisance rénale oligurique, l'anémie hémolytique avec les schizocytes. Le traitement est un peu particulier parce qu'il va nécessiter le recours en urgence aux IEC. On sait que les IEC sont contre-indiqués pendant la grossesse, sauf dans cette indication bien particulière, et le nouveau-né sera à surveiller de façon bien plus importante. Donc au total, sur ces patientes qui ont une sclérose cutanée systémique diffuse, la grossesse reste à haut risque avec une mortalité maternelle importante par crise rénale sclérodermique et par décompensation de leur HTAP. Un troisième cas maintenant, toujours pour revenir sur ce cas de cette dame sclérodermique, donc on aura pris soin d'évaluer ses fonctions cardiaques, respiratoires, rénales. On aura pris soin aussi d'évaluer son hémostase parce que je vous rappelle qu'à cause des problèmes de malabsorption, on a des problèmes avec tous les agents vitamine K dépendants, donc bien vérifier votre TP, votre TCA. On fera une évaluation en début de grossesse et on renouvellera ça pendant la grossesse s'il y a des anomalies et de toute façon on renouvellera ça en postpartum. La patiente pourra poursuivre ses protecteurs gastriques, ses corticoïdes aussi, et ses inhibiteurs calciques pour son syndrome de Raynaud. Il faut savoir que ces dames, elles ont vraiment une peau très cartonnée. Vous allez avoir des difficultés à les perfuser. On va avoir aussi des difficultés à prendre la tension artérielle. On va aussi avoir des difficultés surtout à mesurer la saturation en oxygène avec leur syndrome de Raynaud. Donc c'est parfois difficile, il faudra peut-être du monitorage un peu plus invasif. Il faudra bien les réchauffer, réchauffer la salle, réchauffer vos solutés, parce qu'elles sont très sensibles au froid.
C'est une prise en charge multidisciplinaire avec l'obstétricien, l'anesthésiste et l'interniste, bien sûr, et l'accouchement reste à programmer. Donc au final, si on part sur une césarienne, eh bien on verra que l'anesthésie périmédulaire reste à privilégier parce que l'anesthésie générale est à trop haut risque. Elles sont à fort risque d'inhalation parce qu'elles ont une hypomotilité de l'œsophage, donc elles ont des gros risques de reflux, donc déjà on va être embêtés, et elles ont vraiment des risques d'intubation difficile avec des visages parfois qui sont très figés, des petites ouvertures de bouche, et elles ont un risque aussi d'extubation difficile. Donc techniquement, on est parti un petit peu pour la guerre. Il y a un risque de décompensation de l'HTAP, donc faire attention à nos produits, à notre remplissage. La péridurale, c'est intéressant, il faut juste penser à réduire les doses parce que ces femmes seraient plus sensibles aux anesthésiques locaux et certains parlent même d'une diminution de la compliance de l'espace péridural. Donc réduisez les doses, fractionnez, on titre et on fait ça tranquillement. Certains parlent de la périrachie continue pour tous ses intérêts, bien sûr. Alors d'autres déconseillent la rachianesthésie à cause de toutes les répercussions hémodynamiques, notamment concernant l'HTAP, concernant l'insuffisance cardiaque qui peut exister. Mais bon, ceci dit, de nombreux cas sont quand même décrits de rachianesthésie chez ces patientes sclérodermiques. Il faut juste bien monitorer, faire attention au remplissage et aux vasopresseurs. Le dernier cas dont je voulais vous parler, c'est l'œdème angioneurotique ou l'angioœdème. L'angioœdème, en fait, c'est une maladie un petit peu particulière qui a une prévalence assez rare, qui touche les hommes et les femmes sans différence de sexe et sans différence de race. Ça repose sur un déficit en inhibiteur de la fraction C1 du complément. Je vais vous expliquer un petit peu où est-ce qu'il agit. Il existe deux formes d'œdème angioneurotique, soit une forme héréditaire, puisque c'est une maladie autosomique dominante, donc le fœtus sera atteint dans 50% des cas. Et donc, dans cette forme héréditaire, on trouve le plus souvent un problème de type quantitatif dans cet inhibiteur de fraction 1 du complément. On a des formes aussi acquises dues à des maladies un peu complexes, à des hémopathies ou à des médicaments. Donc en fait, sur ce diagramme ici, vous avez le schéma simplifié des systèmes de compléments qui sont visualisés en vert, le système de contact de la coagulation qui est en bleu et le système de coagulation qui est en rouge. Et le rôle de l'inhibiteur du C1, en fait, c'est tous ces petits barrages rouges qui existent sur la diapositive. En gros, l'inhibiteur du C1, il agit sur la voie classique du complément, sur le système contact, sur le système de la coagulation. Et s'il manque, si on a un déficit dans ce facteur, on a une augmentation de tous les médiateurs, et en particulier la bradykinine, qui semble avoir un rôle important dans cette maladie, responsable de vasodilatation et d'augmentation de la perméabilité vasculaire. Parce que ces œdèmes se caractérisent justement par un gonflement brutal et localisé au niveau des tissus sous-cutanés et sous-muqueux, avec des œdèmes qui sont blancs, comme sur la diapositive, non douloureux, non prurigineux, au niveau de la face et du larynx, vous comprenez nos difficultés là aussi qui s'annoncent, au niveau des extrémités des doigts et au niveau du tube digestif. Ce sont des œdèmes récidivants et qui durent souvent au moins 12 heures. Ça peut être des crises spontanées ou déclenchées. La problématique, c'est que ça peut donner des crises douloureuses abdominales importantes qui vont simuler une urgence chirurgicale. Vous allez partir sur une laparotomie en urgence, ce sera une laparotomie blanche si l'anesthésie n'a pas été fatale pour votre patiente. Le pronostic vital est vraiment engagé en cas d'œdème laryngé. Le traitement de cet œdème angioneurotique en dehors de la grossesse repose sur l'androïde de synthèse, le danazol, qui augmente la synthèse hépatique de cette fraction. Ça repose aussi sur l'acide tranexamique, ça repose les corticoïdes et les antihistaminiques qui sont, eux, inefficaces. Donc la grossesse est possible sur ces patientes qui présentent ces œdèmes. Ça nécessite juste un suivi spécialisé et ça nécessite qu'elles aient arrêté le danazol avant la grossesse parce que le danazol, c'est un androgène qui risque de masculiniser les fœtus féminins. On a une aggravation qui est rare mais qui est possible au 3e trimestre, donc on peut avoir apparaître ces œdèmes en fin de grossesse. Pas de prophylaxie systématique pendant la grossesse. L'accouchement doit absolument être programmé. On peut imaginer que les poussées peuvent déclencher un œdème laryngé. Tout ce qui va être épisio-technique, obstétricale, révision utérine, extraction va donner un œdème périnéal pour lequel il faudra administrer de façon préventive des concentrés du C1 inhibiteur. Ça s'appelle chez nous en France le Synrise. Voilà, qui doivent donc être administrés en cas d'accouchement voix basse à risque ou en cas de césarienne. Il faut toujours avoir 2 doses, une en préventif et une en cas de crise. L'œdème
Angio-neurotique et anesthésie, il faut avoir ces concentrés qui soient disponibles, faire attention aux points d'appui et aux traumatismes, même mineurs. C'est une AG à très haut risque, je vous l'ai dit. Une intubation difficile, voire même impossible. On peut aller jusqu'à la trachéotomie, mais c'est parfois aussi très compliqué. Et ces femmes peuvent mourir d'angio-œdème laryngé si on n'arrive pas à faire le diagnostic, si on n'y pense pas et si on ne traite pas. Donc c'est pour ça que dans ces cas, on mettra une anesthésie périmédulaire. Je vais m'arrêter là peut-être pour ne pas me retarder. Si vous avez des questions, je vous remercie. Merci Madame Foudy.